Chers amis, je vous souhaite bien le bonsoir, hein. Moi je prends le temps de tourner des monologues si vous voulez en soirée. J'espère que tout va bien, que tout va bien, en tout cas la santé, hein, parce que le seul problème qu'on a en réalité c'est la santé, mais je pense enfoncer des portes ouvertes en disant ça. Alors, si vous voulez, dans ce monologue, chers amis, j'aimerais vous entretenir d'un sujet qui me semble assez important, c'est-à-dire une proposition qu'on entend souvent à droite, à gauche, de la bouche de différents locuteurs. Mais c'est pourtant une proposition à laquelle aucune démonstration n'a été proposée. Moi, je suis ici pour proposer des démonstrations, si vous voulez, dans la mesure du possible. Et cette proposition, c'est la meilleure manière de garder ce qu'on veut éloigné de soi, c'est de le poursuivre activement. Et inversement, lorsqu'on cesse de poursuivre ou lorsqu'on cesse de désirer quelque chose, cette chose a plus de chances de se présenter à nous. Mais avant d'aborder ce sujet, si vous voulez, j'aimerais quand même parler très brièvement du mindset, de l'état d'esprit dans lequel il faut être lorsque l'on veut rentrer dans la réflexion philosophique de manière sérieuse. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est valable non seulement pour la philosophie, mais pas seulement, pour tout un tas de domaines. Et c'est l'opposition qui existe entre la pensée horizontale et la pensée verticale. Alors je vais essayer de m'expliquer, mais il y a une citation qui est de mon cru d'ailleurs, et qui résume assez bien ce que je veux vous dire dans ce vidéogramme, et qui dit finalement que c'est à l'orée du banal que se trouve l'extraordinaire. Et cette citation résume parfaitement ce que j'aimerais vous expliquer. Alors nous vivons dans une si vous voulez, dans une organisation économique qui si vous voulez, par son martèlement de différentes maximes dans le cadre d'une propagande et d'un endoctrinement, peut faire croire, si on n'y prend pas garde, que la connaissance est une accumulation. Aujourd'hui je sais quelque chose, demain j'apprends une nouvelle chose plus une chose égale deux choses, donc ma connaissance s'est étendue. Il semble que l'un soit d'accord avec moi. Bref, c'est faux. Voilà. C'est absolument faux. Et cette croyance est concomitante à cette idée finalement que la valeur économique d'un individu se mesure à sa capacité à agir de manière intense, de maximiser la performance et de maximiser les savoirs, ou plutôt les éléments de connaissance quels qu'ils soient. Encore une fois, c'est faux. Parce qu'en maximisant les connaissances, vous ne faites pas pour autant des liens entre ces éléments de connaissance. Donc votre connaissance n'existe pas, parce qu'elle est inutilisable. Parce que sans les liens entre les éléments de connaissance, on ne peut pas utiliser la connaissance. Et la connaissance est donc inutilisable, donc il n'y a pas de connaissance. On est d'accord? La véritable connaissance, c'est-à-dire s'il fallait choisir entre savoir beaucoup de choses, mais ne pas être capable de faire des liens entre elles, et savoir peu de choses, mais avoir des liens clairs entre ces choses, la deuxième option est bien plus proche de la définition de la connaissance que la première. Parce qu'au moins, dans la deuxième option, même si on a peu de connaissances, à partir du moment où nous avons les liens entre les éléments de connaissance, alors cette connaissance devient utile, contrairement à la première situation. En réalité, la connaissance ne vient que lorsqu'on s'obstine à observer l'évidence. La création, l'invention ou l'extension de la connaissance ne sont pas des produits de l'accumulation, ce sont des produits de l'approfondissement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais la différence entre la connaissance horizontale et la connaissance verticale, qui est l'approfondissement de la banalité. Et c'est là que, si vous voulez, il y a une illusion qui se met en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une chose est évidente, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais perdre du temps dessus. Il vaut mieux que je perde du temps sur quelque chose qui n'a pas encore été exploré, sur quelque chose de nouveau. Et là encore, c'est faux. Il vaut mieux s'obstiner à approfondir l'évidence que de s'obstiner à inventer, à sortir quelque chose de son cul en espérant
réinventer la roue. Et c'est là où la réflexion philosophique directement concernée par ce phénomène, c'est que le philosophe n'est pas celui qui invente des choses. Le philosophe est celui justement dont le travail est de questionner l'évidence et de la questionner sans relâche jusqu'à ce qu'il puisse accéder à un niveau fondamental de la connaissance et pouvoir justement faire les liens entre des éléments qui semblaient apparemment évidents. Et d'ailleurs, il semblait tellement évident qu'aucun lien entre eux ne transparaissait jusqu'à ce que, suite à l'approfondissement, les liens apparaissent. Et ce sont ces liens précisément qui constituent l'avancée de la connaissance et qui permettent de rendre des évidences apparemment dissociées entre elles comme faisant partie d'une unité qui est régie par une loi fondamentale. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant que j'ai fait cette petite digression, parlons plutôt du sujet de ce vidéogramme qui est ce que je vous disais en début. Cette idée finalement que plus on poursuit quelque chose, moins on a de chances de l'obtenir, et moins on poursuit quelque chose, plus on a de chances de l'obtenir. Alors, oui, mais pourquoi? Eh bien parce que rien dans l'environnement qui soit défini comme un objectif n'est isolé de l'environnement. D'un point de vue formel, il y a une démonstration qui met en évidence le fait que ce que l'on pense être des segments de l'environnement qui sont dissociés entre eux sont en réalité fondamentalement indifférenciés. Donc lorsque l'on isole quelque chose dans son environnement, c'est-à-dire un objectif, eh bien on fait abstraction de cet environnement. Et en faisant abstraction de cet environnement, on ne prend pas en compte les réalités qui doivent être prises en compte pour optimiser ses chances d'arriver à cet objectif. Ce qui fait qu'on reste loin de l'objectif. Et plus on s'acharne sur l'objectif, plus on fait abstraction de l'environnement, moins on a de chances d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire que finalement, lorsque l'on se fixe un objectif, il faut d'abord au préalable un processus relativement fastidieux de poursuite d'objectifs qui ne nous intéressent pas particulièrement, c'est-à-dire un travail gratuit, pour qu'au final, la réalité consente à nous donner accès à l'objectif que l'on poursuit de la manière la plus optimale possible. Et c'est cette idée de désintéressement finalement, c'est cette idée du travail gratuit, du renoncement à la compensation qui permet d'accéder à ce en quoi on voit une compensation. Et il y a encore quelque chose de plus subtil, c'est que plus on découvre son environnement, plus on a une connaissance approfondie de son environnement, moins l'objectif qu'on s'était fixé initialement nous paraît comme étant spécialement intéressant, parce que de nouvelles informations seront venues compléter notre vision du monde. Et donc nous aurons plus de choix, des choix dont nous connaîtrons la portée qualitative de manière plus précise, à tel point que ce qui nous intéressait au début cesse de nous intéresser. Et voilà que, extraordinairement parlant, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que la nature est ainsi faite qu'elle nous donne accès à une chose que lorsqu'elle a la certitude qu'on a cessé de s'y intéresser. Eh oui. Donc continuez à vous intéresser à quelque chose de spécifique et vous aurez de moins en moins de chances d'y accéder. Et plus on connaît son environnement, plus on a de pouvoir sur son environnement. Donc plus on s'acharne à poursuivre des objectifs qui sont loin de ce que l'on convoite ou de ce que l'on désire, plus on obtient de pouvoir sur son environnement, plus on obtient de maîtrise. Et là, ça fait quand même un peu écho à l'organisation économique totalement perfide et pernicieuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est que cette organisation économique, en utilisant l'argent comme instrument, c'est-à-dire qu'en réduisant toutes les possibilités à une seule d'entre elles, c'est-à-dire l'argent et plus précisément justement le fait de rechercher une compensation, le fait de rechercher son intérêt individuel, va venir handicaper notre capacité à étendre notre pouvoir sur notre environnement et nous maintiendra aussi longtemps que possible, pour ne pas dire toute notre vie, dans une servitude que nous ne saurons pas décrire et que nous ne saurons pas nommer, justement. Alors, effectivement, il est possible ici d'opposer une objection tout à fait légitime en disant que, écoute, dans le système académique, tu passes ton temps à te bouffer des exercices, à te bouffer des leçons, des cours, tout ce que tu veux, des examens, alors qu'à la base, tu n'en as rien à foutre, et qu'au final, tu accèdes au poste qui t'intéresse, c'est-à-dire que tu accèdes à la compensation. Alors ici, il y a une autre nuance à introduire, c'est la différence entre la modalité et la justification, c'est-à-dire la différence entre l'objectif et la manière de l'atteindre.
Déjà, premièrement, ce que l'on peut relever comme problème, c'est que peu importe le fait que tu puisses atteindre une certaine compensation suite à ton cursus académique, cette compensation aura été définie a priori. Tu sais où tu vas. Et tu sais ce que tu en attends. Donc à partir de là, tu es déjà en position de quelqu'un qui poursuit un objectif dont il attend une compensation, par opposition à quelqu'un qui poursuit un objectif qui est parfaitement dénué de toute compensation définie a priori. Déjà là, il y a une grosse différence entre... C'est pour ça, c'est extrêmement important quand même, quand on fait de la philosophie, de rentrer dans la nuance et dans le détail. Ce qui peut nous paraître légitime au début, ne l'est pas forcément. Quand je vous dis qu'il faut poursuivre des objectifs dont on n'attend strictement rien, c'est au sens littéral. Si tu sais que plus tard tu vas devenir avocat et que tu vas gagner 8 000 ou 10 000 euros par mois, ça y est, tu es déjà dans l'objectif défini, tu es déjà dans une logique de compensation. Ensuite, dans le système académique, on ne te donne jamais les moyens de fixer tes propres objectifs. Et fixer ses propres objectifs, c'est la configuration dans laquelle il faut être pour être certain d'apporter au monde quelque chose d'exclusif. Parce que l'objectif, c'est toi-même qui le fixes dans ton fort intérieur, indépendamment de toute influence. Le système académique n'offre pas cette possibilité. À travers un panel d'objectifs possibles, avocat, charpentier, pilote de chasse ou je ne sais quoi, à aucun moment tu ne définis ton propre objectif de manière intime. Par contre, ce que le système académique met à ta disposition en guise de formation, c'est les moyens, non pas d'atteindre l'objectif, mais les moyens de tout simplement devenir productif lorsque tu auras fini ton parcours. Donc, qu'est-ce que le système fait de toi ? Il fait de toi un instrument, parce qu'il ne fait que t'apprendre les moyens, donc il fait de toi un moyen, en plus de définir les objectifs que tu devrais atteindre à ta place. Alors qu'un système académique vertueux devrait laisser le juvénile commencer par fixer ses propres objectifs, peu importe s'ils changent à travers la vie, ou peu importe s'ils vont rester les mêmes, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce sont ces objectifs donc, qui vont définir un profil unique et exclusif. Et ne devrait lui fournir les moyens que l'on nous impose de manière compulsive à coup de 8h, 18h au collège, au lycée ou à l'université, alors qu'on nous donne sur 10 ou 15 disciplines qu'on nous enseigne, c'est-à-dire les disciplines qui relèvent des moyens, on n'en utilisera jamais que une ou deux. Il devrait laisser le juvénile fixer ses propres objectifs et ensuite, en fonction des besoins, le former sur les moyens spécifiques qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que c'est une configuration radicalement différente de ce qu'on constate aujourd'hui. Il y a aussi un dernier point qui est aussi très important et que j'aimerais vous partager aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai parlé du pouvoir et je vous ai expliqué que la technologie qui est utilisée par le pouvoir pour asseoir sa domination, c'est la philosophie. Et c'est justement parce que la philosophie est justement la discipline la plus importante dont il faudrait se saisir de manière prioritaire qu'elle est maintenue éloignée de la population asservie, à travers encore une fois des procédures qui relèvent de l'endoctrinement et de la propagande, en faisant justement véhiculer ces idées selon lesquelles la philosophie c'est de la masturbation mentale. Alors ça, ce sont des leviers de manipulation qui sont utilisés par le pouvoir dans le simple objectif de maintenir sa domination. Et de la même manière, le pouvoir va venir en contradiction avec le processus d'apprentissage naturel et les réalités de l'environnement macroscopique, c'est-à-dire celui qui a été créé par la nature elle-même, plutôt que de laisser les gens rêver, c'est-à-dire poursuivre des objectifs simplement pour les poursuivre, sans rechercher aucune gratification, compensation derrière, va venir installer un système dans lequel il y aura un objectif unique, compulsif, qui consiste à courir derrière l'argent, et donc de rester avec l'environnement toujours dans une relation d'intérêt et de contrepartie. Voilà, je vous ai peut-être révélé ici un ou deux leviers à travers lesquels vous êtes soumis à l'esclavage, réduit à l'esclavage sans trop savoir pourquoi. Je pense avoir fait le tour un peu de
de ce que je voulais vous transmettre à travers ce vidéogramme. Alors là, moi je suis un petit peu en train de prendre du temps pour réfléchir dans la nature, je vous montre vite fait. Moi et le soleil qui se couche et la montagne en face de moi. Pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? On a parlé de quelques subterfuges du pouvoir, on a parlé du problème du système académique, on a parlé un peu au début de cette idée d'inversion entre ce qu'on recherche et ce qu'on devrait faire pour l'obtenir. Et on a parlé également de l'état d'esprit dans lequel il faut être pour exercer le raisonnement philosophique de manière adéquate. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce vidéogramme jusque-là. Je vous fais des papous. Hein, c'est comme ça qu'on dit, des papous. Enfin bref, on s'en bat les steaks. Et je vous dis à la prochaine. Hein. Allez, tchuss, tchuss.